Ok, bonsoir à tout le monde. On va commencer afin de ne pas rentrer trop tard. Alors, bienvenue pour cette quatrième séance des Jours de l'Art. C'est une séance qui porte pour un titre support et transmission, qui va traiter notamment de l'idée de pratique artistique dans l'enseignement de l'histoire de l'art ou des liens qu'il y a entre la pratique de l'art et l'écriture d'une histoire de l'art. À travers deux interventions ce soir, de la part de Léa Bichard et Mélissa Herrera. Alors je commence par Léa Bichard que je présente, et je commencerai par la présenter en tant qu'ancienne étudiante de la licence Histoire de l'Art à l'ICP, qui est sortie de l'ICP en 2021, pour faire alors à ce moment-là un master à... Je ne sais plus quel est le nom, Sorbonne Université, mais je ne sais plus, le Paris 1, Paris 4, Paris 4, ok. Chez l'ennemi donc. Sous la direction d'Isabelle Ewig, travaillant d'abord sur Hans Richter et le triumvirat Duchamp, Ray, Picabia en M1 et en M2 sur Dada et les cahiers d'art. Ce qui l'amène à faire une thèse comme doctorante contractuelle en histoire de l'art contemporain et chargée d'enseignement sous la direction d'Arnaud Pierre à Sorbonne Université et au centre André Chastel depuis septembre 2023. Et c'est dans ce cadre qu'on la reçoit. Elle va parler de son travail de recontextualisation de la place de Hans Richter comme pionnier pluridisciplinaire de l'avant-garde en tant qu'historien, en tant qu'artiste et historien de Dada. Et ce soir, elle intervient notamment sur son travail sur le film, notamment, et travaillant plus particulièrement sur un article qu'il a écrit, Film A Fighting Weapon. On va dire c'est bon, à peu près l'accent, et sa manière dont elle a justement créé un lien entre sa pratique artistique et son enseignement aux États-Unis. Voilà, donc je te laisse la parole, Léa. Merci beaucoup. On m'entend bien ? Donc bonsoir à toutes et tous. Avant de débuter, je tiens à remercier chaleureusement mes anciens professeurs, donc l'ensemble de l'équipe des Jours de l'Art, de me recevoir en tant qu'alumna. Je suis très heureuse de participer. J'ai déjà été présente l'année dernière dans le précédent cycle des Jours de l'Art pour présenter une exposition avec de très talentueuses femmes artistes. Et aujourd'hui, je reviens donc pour vous parler de ma thèse et plus précisément de Hans Richter. Donc j'ai hâte de vous le faire découvrir. Je tiens également à remercier, il faut le préciser, la professeure Renée Rapp, qui est du CCNY, donc le City College of New York, et l'ensemble des archivistes et documentalistes qui m'ont généreusement aidée et soutenue dans ces recherches transatlantiques, puisque tout se situe à New York, et donc la distance peut rendre difficile parfois l'accès aux archives. Eux l'ont grandement facilité, donc merci à eux. Le cycle de cette année universitaire m'a permis donc de travailler sur un aspect peu connu de l'artiste et réalisateur Hans Richter, lui-même déjà largement oublié, en dépit de son apport essentiel à l'avant-garde. Il est né en 1888 à Berlin et il fut un dessinateur expressionniste jusqu'à son enrôlement de force dans la Première Guerre mondiale. Grièvement blessé, il se fait soigner en Suisse où, une fois rétabli, il découvre puis rejoint le groupe dadaïste de Zurich. Ici, vous pouvez le voir donc, à droite avec Tristan Tzara au milieu et Jean Arp, donc des figures majeures du dadaïsme. Et vous pouvez également observer une peinture et un assemblage de la période dadaïste par Richter. À partir de 1919 et de sa rencontre avec Viking Giguling, qui deviendra l'un de ses plus fervents compagnons, Richter tente de trouver par le film la réponse à ses multiples questionnements esthétiques, artistiques. Ainsi, les deux hommes ont été à l'origine d'un cinéma nouveau appelé expérimental. Ici, je vous ai mis ce qu'on appelle des photogrammes, donc des extraits des deux premiers films expérimentaux de Hans Richter, Rhythmus 21 et Rhythmus 23, et une photographie, donc on ne les voit pas très bien, mais vous avez Egeling et Richter au milieu de toute l'assemblée Dada, lors de la réunion dadaïste constructiviste à Weimar, peu avant la dissolution de Dada. Ainsi, donc, les deux hommes ont vu les années passer. Viking Giguling est décédé en 1925 et notre artiste s'est intéressé par la suite à divers sujets tels que des courts-métrages donc constructivistes, surréalistes, des projets publicitaires pour des raisons plus financières et aussi, avec la montée des totalitarismes, s'est intéressé à ce qu'on appelle des films anti-nazis. Parmi eux, nous avons Metal de 1933, je reviendrai dessus un peu après, qui est reconnu comme un véritable affront à Hitler. Il faut noter que avant 1933, Hans Richter est déjà considéré comme un artiste dit dégénéré, sans compter sa judéité, et il est contraint de fuir très rapidement. Il passe par la France, les Pays-Bas, la Suisse, les trois lui refusent un statut de réfugié, et il décide donc de partir aux États-Unis par le biais de Varian Fry.
Il arrive donc mi-juillet 1941 sur le continent nord-américain, d'abord par bateau au Canada, puis ensuite en train à New York. L'obtention d'un droit de séjour lui est octroyée avec pour contrepartie une obligation de donner des cours d'art, quel qu'il soit, dans une université de préférence new-yorkaise. Sur les conseils du réalisateur Robert J. Flaherty, que vous pouvez voir ici, l'artiste intègre le Film Institute of City College peu après son installation et devient enseignant pour la première fois. Il est rapidement impliqué dans ses fonctions et son rôle, il devient même rapidement directeur de l'académie et contributeur régulier aux diverses publications de l'université. C'est à travers l'un de ces articles que je souhaite aujourd'hui vous faire découvrir l'originalité d'Hans Richter et donc vous faire découvrir l'article A Film, a Fighting Weapon. Nous déterminerons ainsi comment Richter a enseigné et transmis son savoir de sorte à renouveler et éveiller le regard des jeunes générations. Donc, The Film, a Fighting Weapon, donc le film, une arme de combat, est un texte de 2 pages diffusé dans le journal des alumni du CCNY. C'est comme ça qu'on appellera le City College of New York. Donc c'est en 1947. Le professeur y décrit l'histoire, les objectifs et le déroulé du premier cursus universitaire dédié aux films documentaires en Amérique du Nord. Le Film Institute est créé en 1941 donc par Irving Penn et offre la possibilité à des professionnels, mais aussi et surtout des amateurs, de bénéficier d'un apprentissage à la fois théorique et pratique du cinéma documentaire. Hans Richter est sans conteste l'un des enseignants du cursus le plus reconnu, étant donné sa carrière indépendante de près de 30 ans et ses multiples, très nombreuses réalisations. Dès le premier paragraphe de son article, l'auteur explique l'importance d'un tel enseignement ainsi que ses origines. Proposé à Yale University avant l'entrée en guerre des États-Unis et avant que le CCNY ne soit impliqué, le cours de film documentaire était souhaité pour un but concret impliquant le gouvernement. En effet, ce dernier voulait employer des travailleurs qualifiés pour produire ce qu'on appelait alors des films d'information. Depuis la Grande Dépression donc de 1929 et à partir du mandat de Franklin Roosevelt, nous avons des agences fédérales qui sont créées afin d'obtenir des témoignages visuels de la situation sociale et économique critique que traverse le pays. Nous avons la FSA, donc la Farm Security Administration, par exemple, qui réalise près de 270 000 clichés illustrant l'importance des flux migratoires internes au sein de communautés rurales. Roy Stryker, Ella Watson, Walker Evans et Dorothy Lange font partie des principaux professionnels employés par l'agence pour remplir ses objectifs avant sa dissolution en 1943 pour des raisons budgétaires. Calqué sur le principe de ce type d'organisme, une société spécialisée dans la production documentaire cinématographique, cette fois-ci, est imaginée, nécessitant des réalisateurs expérimentés et capables de fournir une production complète, donc par exemple tournage, montage, mise en scène. Le Film Institute est donc créé dans ce même but, c'est-à-dire démontrer aux populations les bienfaits des dépenses publiques, de plus en plus nombreuses durant l'effort de guerre, ainsi que les raisons qui poussent à de tels investissements. Du fait du parcours de Hans Richter, il est naturel que le caractère de social de ce projet, bien qu'il réponde à une demande étatique, lui plaise. De plus, les cours sont dispensés, outre le jour, le soir. Ils sont donc accessibles au plus grand nombre et permettent de gagner en expérience tout en préservant une stabilité financière par un travail diurne. Lorsque les coupes budgétaires du gouvernement conduisent à une baisse de la nécessité d'un tel cursus, ce dernier n'en pâtit pas. Au contraire, il connaît une hausse de sa fréquentation. Ainsi, l'auteur observe qu'en 3 ans d'existence, la discipline a été étudiée par près de 350 élèves, ce qui est quand même assez conséquent à l'époque, qui sont issus du monde du cinéma ou d'autres domaines. Il en conclut un élément essentiel qui martèle la théorisation de la pratique cinématographique depuis les années 20, et notamment celle de Richter. Les gens veulent s'exprimer. Si l'objectif du cursus est de permettre aux étudiants de faire cela avec un savoir pratique, Richter ne peut concevoir que ce dernier ne se fasse sans un enseignement théorique. Je vais le citer, je vous mets la citation. « Il n'y a rien de miraculeux sur l'aspect technique de la production cinématographique. Rien qui ne puisse pas être appris dans un laps de temps court. Notre objectif est de former des étudiants qui n'ont jamais eu pour volonté première de devenir des professionnels. Nous refusons cependant de leur dispenser un cours purement technique. Nous insistons pour que les élèves comprennent les implications sociales et optiques du film documentaire, qu'ils comprennent non seulement le comment, mais aussi le pourquoi.
Ils apprennent que le film documentaire est un instrument d'une grande importance sociale. Il doit être utilisé pour mieux vivre et mieux comprendre les problèmes de notre société. Il est une arme de combat. Visionnaire, Hans Richter comprend dès l'entre-deux-guerres que la technique et le cinéma se démocratisent. Si aujourd'hui le film est partout et le montage gratuit et accessible depuis un téléphone, l'artiste observe que l'intégration progressive du médium dans les foyers privés et l'intérêt croissant d'amateurs démultiplient la responsabilité des réalisateurs. Il est donc indispensable de créer des courts et longs métrages éveillant les mentalités du plus grand nombre. Pour lui, travailler avec des non-professionnels est en cela tout autant, si ce n'est plus intéressant qu'avec des personnes déjà formées. Chaque passion est égale et chaque vision se vaut. Carol M. Karp, dans son article 40 Years of Filmmaking, qui est entre autres dédié à Hans Richter, reprend les termes de l'article principal, donc Film's a Fighting Weapon, pour insister sur le fait que le cinéma donc, doit être utilisé pour mieux vivre et mieux comprendre les problèmes de notre société et à quel point c'est important dans l'enseignement richterien. Donc Richter, en livrant des exemples concrets de profils estudiantins au sein de son article, témoigne de l'importance de chaque projet. Quel que soit le sujet, tous les élèves rencontrent la même difficulté, à savoir le manque d'une touche de réalité, comme il le dit. C'est pour cette raison précise que l'apprentissage théorique et historique du cinéma vient combler ce que la pratique seule ne permet pas. Élément essentiel donc, de cet enseignement richterien, cette partie du cours part de la création du film à la fin du XIXe siècle, met en avant les innovations techniques des décennies suivantes et énonce clairement les principes fondamentaux et catégories que le cinéma peut intégrer. Pour comprendre ces aspects peu présents en soi dans l'article, il convient de le jumeler à un autre qui est publié quelques années plus tard dans le City College Journal. Intitulé « The Film as an Original Art Form », il résume à lui seul toutes les théories étudiées et publiées par Hans Richter depuis sa propre expérimentation du cinéma au début des années 20. L'auteur tente de déterminer pourquoi l'industrie du cinéma, c'est-à-dire la production hollywoodienne, ne peut pas être considérée comme une forme d'art à part entière et par conséquent, quel type de films peuvent revêtir ce titre d'art. Citant le réalisateur Pudovkin, le réalisateur letton, il note toutefois dès le début que le cinéma en lui-même ne peut être considéré comme un art du fait qu'il dépend d'une multitude d'arts différents pour exister, l'écriture, la comédie, la réalisation, la musique entre autres. Il nomme alors deux catégories de courts et longs métrages, l'expérimental et le documentaire, qui se distinguent, selon lui, du cinéma grand public ou mainstream par des caractéristiques précises et peuvent approcher le statut d'art. Hollywood repose sur la fiction, le tournage en studio donc fait d'artifice, et se destine au spectaculaire pour plaire à l'industrie. Le film d'art, quant à lui, se base sur des principes fondamentaux, en se rattachant à la réalité ou du moins à une certaine forme de rationnel. Il se fait par l'utilisation de la nature, qu'elle soit humaine ou végétale, et donc pas en studio. Enfin, le point fondamental est que le film d'art est dédié à l'homme pour le toucher, l'élever spirituellement vers une prise de conscience, ce que le cinéma hollywoodien ne fait alors que très rarement à l'époque, privilégiant des westerns et des histoires dramatico-romantiques. Ce dernier peut toutefois revêtir une forme de documentaire sans jamais pleinement atteindre son objectif transcendantal. Richter donne notamment l'exemple du cuirassier Potemkin, réalisé par son ami Sergei Eisenstein en 1925 et que vous pouvez ici voir avec Richter et Man Ray. Je cite « Plusieurs fois dans l'histoire du cinéma, une révolte a temporairement brisé le statut des deux arts traditionnels au profit du divertissement. Pour dénommer les deux soulèvements les plus importants, le post-révolutionnaire et silencieux film russe Potemkin, et après la libération de l'Italie du fascisme, le film italien d'après-guerre Paysanne. Dans les deux cas, le film de fiction est passé de la fiction à l'histoire et du style théâtral au style documentaire par l'utilisation d'un environnement naturel, de personnes non professionnelles plutôt que d'acteurs, et d'événements réels. Toujours selon l'auteur, la caméra a été inventée et utilisée à des fins reproductrices, montrant tout ce qui se trouve devant elle, mais aussi et surtout pour produire des sensations. Afin de déterminer jusqu'à quel degré l'outil peut tendre et atteindre ses pleines capacités pour chaque catégorie de film, il est nécessaire de connaître et comprendre l'importance et l'évolution du cinéma, de ses enjeux historiques, politiques, théoriques, sociaux.
Ainsi, le choix du type de court ou long métrage se fait, comme dans le cas de Potemkin, selon l'enjeu et le degré de libération souhaité pour le réalisateur d'une part et le spectateur de l'autre. Nous pouvons alors nous demander quelles sont les limites rencontrées par les films documentaires et expérimentaux et comment Richter peut les expliquer, notamment durant ses cours. Selon lui, l'aspect rationnel exclut toute possibilité de magie, de poésie, et le réalisateur doit jouer de ces codes pour les inclure directement dans son scénario. Ici, vous avez un premier exemple avec Vormittagsspuk, Les fantômes du petit déjeuner de 1928, et je vous ai expliqué brièvement donc, ce film démontrant à l'origine le développement de la reproductibilité technique par l'industrialisation. Par exemple, vous avez des chapeaux qui vont se rebeller contre les hommes et les poursuivre, les pourchasser, se transforment en un univers expérimental donc, où les objets manufacturés se révoltent contre l'homme. Donc la création d'une esthétique singulière est très appréciée. Cependant, si elle devient trop intense, le film documentaire devient expérimental. C'est par exemple le cas où la limite est très fine dans le film le plus célèbre de Hans Richter, Dreams That Money Can Buy, aussi appelé Rêve à vendre, où l'homme qui est un marchand de rêves, qui voit dans les yeux des gens et leur révèle leurs rêves et désirs, voit dans ses propres yeux qui il est réellement et réalise qu'il n'est pas la personne qu'il pensait être, il est en fait un homme bleu. Donc la magie devient tellement forte qu'on oscille entre le documentaire sur la propre vie de l'artiste, une introspection, et l'expérimental. Pour comprendre la différence entre les deux genres, l'auteur évoque davantage ses camarades d'avant-garde comme Fernand Léger, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Man Ray, Viking Egeling, Louis Buñuel, qui, de Dada au surréalisme, ont employé le cinéma comme champ d'expérimentation propice à leur recherche. L'indépendance de ces artistes est un facteur clé. Il en est de même pour le cinéma documentaire, bien que ce dernier rencontre généralement davantage de contraintes, notamment financières. Ici, je vous ai mis quelques photographies de Richter avec ses amis les plus proches, comme Fernand Léger, qui a initié Dreams That Money Can Buy, Marcel Duchamp et Max Ernst au milieu, et enfin Man Ray, qui a contribué lui aussi à Dreams, et qui était là lors de l'avant-première. Je vais revenir à Métal, je n'ai pas remis de photos, mais Richter explique pour ce film qu'il a été contraint de réécrire 7 fois le scénario afin que celui-ci réponde aux requêtes du régime soviétique, puisqu'il a été tourné en URSS. Sa dernière version est inachevée en raison du pacte russo-germanique d'avant-guerre et le scénario original n'est plus qu'une vague le scénario final n'est plus qu'une vague allusion au script de base qui voulait à l'origine dénoncer le matage de la révolte prolétaire d'Hennigsdorf par le régime nazi, qui a été une véritable tuerie. Et donc à la base, c'était censé être un film documentaire sur ça. S'il ne peut se défaire des aspects théâtral, fictif, industriel, le film ne peut toucher ou faire évoluer l'audience. Les divers éléments que nous avons relevés permettent de comprendre le point de vue unique de Richter et l'importance fondamentale qu'il voit à l'enseignement théorique. En les nommant et les analysant, nous avons désormais les outils nécessaires à la compréhension de l'article « Le film, une arme de combat ». Ce terme, employé en soi une seule fois dans le texte, a tout d'abord une connotation guerrière, bien évidemment. Celle-ci se décline en plusieurs points. Le premier est en lien avec le cursus du Film Institute, fondé pour le gouvernement et son combat par et contre la propagande. Ensuite, nous relevons l'importance du combat pour le souvenir, à la fois individuel par désir de postérité et collectif par volonté de mémoire à travers la documentation. Enfin, relevons que le combat est inhérent à la vie du réalisateur allemand, puisqu'il a été soldat durant la Première Guerre mondiale, pacifiste, anarchiste. Il a mis en avant ses convictions par le biais de son art, qu'il soit plastique, littéraire ou même cinématographique. L'enseignant est donc tout aussi déterminé et déterminant que l'artiste. Et par ses cours au Film Institute, il a permis d'apprendre la technique nécessaire à la création, mais aussi l'histoire et la théorie indissociables de l'expérimentation, et par conséquent de la création la plus novatrice. Parmi ses élèves, nous avons le célèbre Jonas Mekas, qui dit dans un film documentaire sur son mentor, je cite, « Pour parler de Hans Richter, il faut parler de son travail de cinéaste, de son travail d'éducateur, de promoteur, de défenseur du cinéma, et du cinéma expérimental et d'avant-garde en général. Il l'a exploré si parfaitement qu'il n'y a rien à faire dans ce domaine pour personne d'autre. En tant que professeur dans ce pays, je le connais depuis 1950. Il est un mentor pour les jeunes cinéastes d'avant-garde. Pour les jeunes cinéastes, il a de la valeur. Vous savez, un bon mot pour lui est soutien.
Et ce quelque chose est là et ne compromet jamais la ligne du film d'avant-garde. Après le départ de Richter, l'école décline, la théorie se perd. Des partenariats peu fructueux avec la NYPD notamment, donc le New York Police Department, ainsi que l'ensemble du corps professoral, finissent de mettre à mal l'institution qui ferme ses portes en 1966. Aujourd'hui, le Film Institute existe de nouveau, avec une licence et un master en réalisation cinématographique qui sont reconnus par l'État et une mise en avant du cinéma documentaire prôné par Richter. Les archivistes et documentalistes ont préservé les documents relatant de l'expérience de Richter en tant que professeur et de son importance majeure pour former une nouvelle génération de réalisateurs. Je vous remercie. Merci. 20 minutes tout pile. Parfait. Oui, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Léa, pour cette présentation. Extrêmement riche, et on conservera les questions pour la suite. Et qui pose beaucoup de questions, j'avoue, sur la période contemporaine, notamment sur les sorties de Scorsese, sur Marvel et tout ça. Où on a l'impression qu'il y a toujours dans le cinéma une manière de séparer un bon cinéma d'un mauvais cinéma ou pas, et que les débats se produisent. Bon, voilà, on en reparlera à la fin. On laisse maintenant la parole à Mélissa Reyra, qui donc va intervenir sur les écoles d'art autrichiennes plus particulièrement, qui est d'ailleurs un travail de recherche qu'elle effectue lors d'une semaine de son post-doctorat à l'Universität für Angewandte Kunst de Vienne. Je crois que je l'ai mal prononcé, mais c'est pas très grave, ici, où elle travaille notamment sur un projet de recherche intitulé, alors je vais le dire directement en français parce que la traduction a été fournie, le rôle des écoles d'art dans la construction de l'histoire de l'art en tant que discipline. Ce travail poursuit en fait finalement un travail qui a déjà été effectué d'abord en doctorat en histoire de l'art et en sociologie à l'université de Neuchâtel, un doctorat qui a été publié en 2022, qui portait sur la construction discursive de l'art vidéo dans les années 1970 et qui a amené d'ailleurs par la suite un travail de collaboratrice scientifique à l'Institut suisse pour l'étude des arts et puis de chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel. Les recherches de Mélissa Reyra concernent les écoles d'art, l'histoire de l'histoire de l'art, donc l'historiographie, le croisement entre la sociologie et l'histoire de l'art et les interactions entre art moderne, art contemporain et histoire de l'art vidéo et des nouveaux médias, ainsi que finalement toute la question du genre en art contemporain. La réflexion aujourd'hui apportée va travailler sur le travail de post-doctorat à Vienne, réalisé justement sur ce rapport de l'ouverture de ces écoles d'art qui deviennent établissements d'enseignement supérieur et de la manière dont l'histoire de l'art trouve justement dans ces écoles d'art une manière de se former en tant que discipline. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. À mon tour de remercier toute l'équipe des Jours de l'Art pour l'organisation de ce cycle et la possibilité d'intervenir ce soir. Ma présentation, comme il l'a été dit, porte sur la place conférée à l'histoire de l'art au sein de l'enseignement artistique à Vienne entre 1970 et 1990. Cette thématique est issue, comme il a été dit, de ma recherche postdoctorale initiée il y a 2 ans à Vienne. La première partie de mon exposé, de ma présentation, présentera brièvement le cadre de mon projet. Dans un second temps, nous nous poserons les questions suivantes. Quelle place occupait l'histoire de l'art au sein des savoirs artistiques après 1970 ? Qui enseignait l'histoire de l'art aux artistes ? Sur quelles œuvres, monuments et artistes portait l'enseignement ? Et nous tenterons d'y répondre sur la base d'une sélection de documents d'archives et d'extraits d'interviews. En guise de conclusion, j'esquisserai les axes de développement du projet, lequel se poursuit à partir du mois prochain à l'Université de Bâle. À partir des années 1960, les écoles d'art et académies d'art européennes se sont peu à peu transformées en hautes écoles d'art et l'histoire de l'art est passée du statut d'enseignement annexe à une discipline à part entière et imposée dans les cursus artistiques.
Au Royaume-Uni, par exemple, le Gold Street Report, publié en 1960 par l'Advisory Council on Art Education, invite les écoles d'art à rendre l'histoire de l'art obligatoire au sein de leur programme. En Suisse, le rapport Clotus sur la politique culturelle est présenté en 1975. Il demande entre autres la transformation des écoles d'art en établissements d'enseignement supérieur. En Autriche, les académies artistiques sont transformées en haute école d'art en août 1970, suite à l'entrée en vigueur d'une loi, la Kunsthochschulorganisationsgesetz, c'est-à-dire la loi sur l'organisation des hautes écoles d'art. Cette loi stipule l'égalité entre art et sciences, ce qui implique la création de chaires et d'instituts pour les matières théoriques, notamment l'histoire de l'art, distincts des ateliers pratiques. La première partie de mon projet postdoctoral, lequel, je l'ai dit, a débuté en mars 2023 à Vienne, grâce à une bourse Postdoc Mobility du Fonds national suisse, étudie comment et par qui l'histoire de l'art a été pratiquée à la Hochschule für angewandte Kunst, aujourd'hui l'Université des Arts appliqués à Vienne, et à l'Akademie der Bildenden Künste, l'Académie des Beaux-Arts à Vienne également, ce entre 1970 et 1998, soit la période durant laquelle cette Kunsthochschulorganisationsgesetz a été en vigueur. Le projet aborde également les rapports entre, d'une part, l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Vienne, héritier de la célèbre École viennoise d'histoire de l'art, et l'art contemporain. Cette première partie de recherche reposait sur deux hypothèses. Premièrement, les interprétations et applications de la Kunsthochschulorganisationsgesetz ont eu un impact sur les normes et les pratiques de l'histoire de l'art. Secondement, les hautes écoles d'art ont permis, grâce à l'enseignement de l'histoire de l'art, de théoriser et de contextualiser de nouvelles pratiques artistiques, ce qui a eu un effet sur la discipline de l'histoire de l'art. Sur le plan de la méthode, le projet repose sur l'analyse de sources archivistiques et publiées, ainsi que sur des interviews que j'ai réalisées avec d'anciens et d'anciennes professeurs, collaborateurs, collaboratrices et étudiants, soit des méthodes issues des sciences historiques. Pour le cadre théorique et conceptuel, en revanche, je me suis inspirée des sciences sociales et plus précisément de la sociologie des sciences, en particulier des recherches de Pierre Bourdieu sur le champ universitaire et de la sociologie historique des sciences humaines et sociales de Johan Heilbronn. L'idée étant de pratiquer tant une histoire de l'histoire de l'art qu'une sociologie de l'histoire de l'art. J'aimerais maintenant m'arrêter quelques instants sur, non une histoire complète de l'évolution de l'histoire de l'art dans mes deux écoles viennoises, mais plus quelques jalons qui expliquent sur quoi est partie la transformation qu'a émise cette loi sur l'organisation des hautes écoles d'art. L'Académie des Beaux-Arts de Vienne, dont les origines remontent à une école privée fondée en 1688, est rattachée au ministère de l'Éducation en 1850. Dès lors, l'éventail des disciplines complémentaires s'élargit. Par exemple, le cours Théorie et Histoire des Beaux-Arts, dispensé pour la première fois déjà en 1812 par Joseph L. Maurer, qui était un ancien étudiant de l'Académie. Ce cours a systématiquement été confié à des enseignements titulaires d'un doctorat à partir de 1850, donc à partir de l'affiliation au ministère de l'Éducation. La Kunstgewerbeschule, donc l'école des arts et métiers, qui deviendra ensuite la Haute École d'art appliquée, est fondée quant à elle en 1867. Il s'agissait d'une institution plus innovatrice que l'Académie des Beaux-Arts et rattachée au Musée autrichien d'art et d'industrie. La proximité entre l'école et le musée a influencé l'enseignement de l'histoire de l'art, non seulement ses contenus, mais aussi sa forme et son organisation. C'est-à-dire que très régulièrement ou quasiment de manière systématique, c'étaient des collaborateurs du musée qui enseignaient l'histoire de l'art à la Hochschule für angewandte Kunst. Par la suite, les deux institutions suivent chacune leur développement, plus ou moins chacune de leur côté, de manière assez isolée,
ce jusqu'en 1970, année de l'entrée en vigueur de la Kunsthochschulorganisationsgesetz. L'histoire de l'art cesse alors d'être une discipline annexe et son enseignement devient obligatoire et strictement dispensé non plus par des artistes ou des historiens ou éventuellement des archéologues, mais strictement par des historiens et historiennes de l'art titulaires d'un doctorat en histoire de l'art. Cette loi avait une visée nationale, elle touchait vraiment toutes les écoles d'art du pays. Seule l'Académie des Beaux-Arts de Vienne refuse d'y adhérer et conserve non seulement son titre d'académie, mais aussi son propre texte de loi. Bien que n'étant pas obligé de le faire, puisque non régi par cette Kunsthochschulorganisationsgesetz, l'Académie met sur pied un institut d'histoire de l'art en 1972. L'historien de l'art Otto Antonia Graf en prend la tête en 1976, et ce jusqu'en 2005. Du côté de la Haute École d'Art appliqué, une chaire d'histoire de l'art est créée en 1974. Après 2 ans de vacances, Peter Gorsen y est nommé professeur puis directeur de l'Institut, poste qu'il conservera jusqu'à sa retraite en 2002. Attardons-nous maintenant sur ces 2 premiers professeurs d'histoire de l'art disposant d'un institut à part entière, donc institut d'histoire de l'art à part entière dans une haute école d'art viennoise. Après des études de philosophie, de littérature, d'histoire de l'art, de psychologie et de médecine, puis une thèse à l'université de Francfort sous la direction de Theodor Adorno et Jürgen Habermas, Gorsen pratique une histoire de l'art non traditionnelle, orientée à gauche et interdisciplinaire. Gorsen va régulièrement insister sur cette position et le fait déjà lors de sa candidature pour le poste de professeur dans un texte qu'il joint à son dossier. Intitulé « Mon point de vue sur l'offre d'emploi », il y indique, je cite, « Je comprends l'histoire de l'art, et en particulier avec l'accent souhaité sur l'histoire de l'art moderne, comme une discipline forcément interdisciplinaire. L'art contemporain, depuis le tournant du siècle, est placé sous le signe de diverses théories de crise, stratégies de liquidation, dadaïsme, surréalisme, futurisme, etc., et de son élargissement à de nouveaux médias de masse comme la bande dessinée, la photographie, la télévision, le cinéma. Une histoire de l'art moderne doit, selon moi, tenir pleinement compte de cet élargissement et mettre en évidence les signes de dissolution des acceptions traditionnelles et scientifiques de l'art autonome, quelle qu'elle soit. L'histoire de l'art en tant qu'histoire problématique, en tant que problématisation et relativisation de ces valeurs traditionnelles me semble plus importante, c'est-à-dire plus apte à la réalité, plus fonctionnelle. » Fin de la citation. L'enseignement que Gorsen dispensera ensuite à la Haute École reflète cette vision. Contrairement à ses collègues de l'Université de Vienne, Gorsen présente à ses étudiants et étudiantes un art qui, lui et leur, est contemporain, c'est-à-dire des artistes vivants, actifs et parfois même des amis de Gorsen. Un exemple, son épouse, Hannelke Gorsen, était partie prenante de l'actionnisme viennois, un mouvement au sujet duquel Gorsen se spécialisera. En outre, Gorsen propose, au milieu des années 70 déjà, un séminaire sur la Frauenkunstgeschichte, l'histoire de l'art des femmes, thématique totalement nouvelle dans le milieu académique germanophone de l'époque. Ici donc, pour exemple, le guide des études avec cette thématique consacrée à l'art des femmes. Passons maintenant à Otto Graf. Otto Graf a signé un grand nombre de ses publications en ajoutant le prénom de son épouse, d'où Otto Antonia Graf. En 1963, il dépose, dans l'espoir d'être ensuite nommé à l'Université de Vienne, d'être nommé professeur à l'Université de Vienne, une thèse de doctorat consacrée à l'architecte viennois du XIXe siècle Otto Wagner, qu'il a rédigé sous la direction des professeurs Karl Maria Svoboda et Otto Demus, tous deux issus de la Wiener Schule der Kunstgeschichte, de l'école viennoise d'histoire de l'art. Ces recherches porteront principalement sur l'architecture et en particulier sur Wagner, intérêt partagé par nombre de ses collègues à l'Université de Vienne.
Son enseignement à l'Académie des Beaux-Arts reflète cette spécialisation et l'introduction de l'histoire de l'art fait rapidement place à des cours sur l'histoire de l'architecture. Comme le montre ici le guide des études avec un cours sur Otto Wagner et un second cours sur Frank Lloyd Wright. Plus traditionnel que son collègue de la Hochschule dans les contenus de ses enseignements et de ses recherches, Graf l'était beaucoup moins dans sa pratique de l'histoire de l'art. Il conférait en effet un rôle considérable au dessin en tant qu'outil de recherche et de communication scientifique. Ici, vous avez comme exemple un carton d'invitation à une conférence intitulée Zeichnen, Denken, Denken, Zeichnen, c'est-à-dire penser en dessinant, dessiner en pensant, avec un petit extrait dans des schémas que Graf utilisait non seulement pour enseigner l'histoire de l'architecture principalement, mais également pour publier. Donc si vous feuilletez un de ses livres, vous n'aurez pas des schémas ou des plans d'architectes, éventuellement des plans établis par ce qu'on attendrait d'un historien de l'art, mais vraiment des schémas, des dessins qu'il, par la suite, à la fin de sa carrière, a également exposé à l'Académie lors d'expositions de dessins au sens premier du terme. Par ailleurs, Graf s'intéressait aux différentes disciplines appliquées dans l'étude de l'art et aux relations entre histoire de l'art, histoire culturelle et pédagogie artistique. Position interdisciplinaire que Graf nommait Sanfte Kunstwissenschaft, que l'on peut traduire par science de l'art douce. En allemand, c'est aussi une formulation très étrange, mais le sens est dans l'idée d'une science de l'art, d'une histoire de l'art dans la retenue. Il explique sa position dans un article dont je vous cite un extrait. Comment la vérité émerge-t-elle en science de l'art ou en histoire de l'art? D'une part, la vérité de la science de l'art, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, ce qu'elle peut être. D'autre part, la vérité de l'art, ce qu'il est, son essence et son existence parmi nous. Quel sens cela a-t-il de traiter de l'art et de surcroît de manière scientifique, c'est-à-dire de manière systématique, interrogative et renseignée? Fin de la citation. Les 23 entretiens semi-directifs que j'ai réalisés entre juillet 2023 et avril 2024 permettent de contextualiser les pratiques de Gorsen et de Graf, de nuancer les informations présentes dans les archives des deux écoles et dans les publications, et de s'intéresser également au rôle d'acteurs et d'actrices de l'histoire de l'art qui n'avaient pas le statut de professeur, c'est-à-dire les membres du corps intermédiaire, les artistes, les étudiants et les étudiantes. Les positions des personnes que j'ai interrogées vont de membres du rectorat, professeurs, comme je l'ai dit, membres du corps intermédiaire, étudiants, artistes, autrement dit des positions concernées par les deux types de pouvoirs définis par Bourdieu. Le pouvoir universitaire, fondé sur le cumul de positions permettant de contrôler d'autres positions et leurs occupants, et le prestige scientifique, fondé sur l'investissement réussi dans la seule activité de recherche. Fin de la citation. Les personnes interviewées ont mis en évidence l'importance des détenteurs et détentrices de pouvoirs universitaires, donc les recteurs, les directeurs, directrices et les ministres, dans l'interprétation et l'implication de la Kunsthochschulorganisationsgesetz, ainsi que les effets de ces interprétations sur les disciplines. Les interviews ont aussi montré à un autre niveau le rôle des détenteurs de prestige scientifique ou artistique pour le développement de chaires et d'instituts scientifiques nouvellement créés. Le rôle de quelques professeurs, mais aussi de chargés d'enseignement et d'assistants-assistantes dans le développement d'une nouvelle histoire de l'art ou d'une histoire de l'art moderne et contemporain a été relevé. Non seulement les contenus des enseignements ont été mentionnés lors des entretiens, mais aussi l'encadrement de thèses de master ou de doctorat consacrées à un sujet d'art contemporain ou moderne. Ici comme exemple, et je vous prie d'excuser la très mauvaise qualité de mon scan, donc vous devrez me croire sur parole. Ce sont les deux premières pages des thèses de doctorat de Ottmar Rüschlik et de Fritz Simank. Les deux premières thèses à la fin des années 80 consacrées donc à un art plus actuel, plus contemporain,
avec pour Rüschlik une thèse consacrée à Arnulf Rainer, dont il était lui-même l'assistant, donc un contemporain au sens premier du terme, et la seconde consacrée au photographe américain Ernst Haas par Fritz Simak. Fait important à souligner, les directeurs de ces deux thèses de doctorat n'étaient nullement des spécialistes de la période contemporaine, mais des spécialistes de l'art du Moyen-Âge, puisque tout simplement, il n'y avait pas à cette époque d'enseignants spécialisés dans la période contemporaine, contrairement aux deux écoles d'art évoquées. Également mentionné lors des discussions, les échanges entre enseignants, enseignantes et étudiants après les cours et les excursions également organisées par les assistants et assistantes. Vous trouvez ici un extrait d'interview, j'en ai mis d'autres dans les slides qui suivent. Je précise que pour l'instant, je les anonymise encore puisque l'entièreté des transcriptions n'est pas terminée et surtout la validation de ces transcriptions ne m'a pas encore été communiquée par toutes les personnes interviewées. C'est pour la raison pour laquelle je n'indique pas les noms et prénoms des personnes interviewées. Autre élément important qui est ressorti des entretiens, la cafétéria et les Teeküchen, qui sont des petites cuisines dans les universités autrichiennes où les professeurs, donc vraiment réservées au professorat, dans lesquelles ils vont se préparer du thé et du café. Donc ces Teeküchen, ainsi que les cercles de lecture et les expositions organisées par les étudiantes et étudiants, ont également été relevés comme point de rencontre et lieu d'échange. Donc, comme on le voit dans l'extrait d'interview, plusieurs personnes ont vraiment souligné ces lieux d'échange non institutionnels où on pouvait échanger sur une pratique plus interdisciplinaire peut-être de l'histoire de l'art et également et surtout sur un art actuel, sur ce que faisaient peut-être d'autres collègues artistes au sein de l'école d'art dans leur cadre de leur création artistique, etc., etc. Je précise aussi que ce n'est pas une question que j'ai posée de manière active. Je n'ai pas demandé voilà, où est-ce que vous vous rencontriez avec vos collègues, où est-ce que l'histoire de l'art se faisait. C'est vraiment spontanément, suite à mes questions sur les institutions en elles-mêmes, que plusieurs personnes sont de leur plein gré venues sur cette thématique de lieu de rencontre, d'échange, de discussion et de construction d'une histoire de l'art nouvelle, non institutionnelle. Un bon exemple de l'importance du prestige scientifique et artistique au sein de ces écoles d'art réside dans leur fonctionnement selon le système des Meisterklassen, des classes de maîtres. Plusieurs personnes interviewées ont souligné le rôle de ces classes dans la formation des artistes, mais les avis sur le bien fondé de ce modèle, soit sur le fait de conférer autant de pouvoir à une seule enseignante, étaient partagés. Le système a été quelque peu revu dans les années 80 par l'introduction de professeurs invités et de ateliers ouverts. Les professeurs des matières artistiques sont dès lors engagés pour des périodes courtes de 4 à 5 ans. Et fait intéressant, avec ces professorats à durée déterminée, contrastent fortement les longues périodes durant lesquelles les deux professeurs d'histoire de l'art sont restés en poste. Donc, pour rappel, 1976 à 2005 pour Otto Antonia Graf à l'Académie et 1976 à 2002 pour Peter Gorsen à la Haute École. On remarque donc que la Kunsthochschulorganisationsgesetz a ainsi conduit à une distinction entre professorat artistique et théorique, entre professorat artistique d'une part, et d'autre part, professorat scientifique et théorique. Les postes des professeurs des matières scientifiques ont continué de suivre le modèle universitaire des professorats de longue durée, voire à vie. Cette différence de statut a pu mener à une certaine concurrence entre matières pratiques et disciplines scientifiques au sein des écoles, comme le mentionne donc l'extrait d'interview que vous avez sur la slide. On trouve toutefois certaines collaborations qui ont réussi à se mettre en place, notamment entre l'Institut d'histoire de l'art de Peter Gorsen à la Hochschule, à la Haute École, et la classe du peintre Adolf Rohner via l'actionnisme viennois. Ici, nous avons l'affiche d'un cours, d'une conférence et d'un séminaire
sur le contexte artistico-historique de l'actionnisme viennois, prononcé non par l'un des deux professeurs, donc ni par Frohner ni par Gorsen, mais par Josef Dvorak, qui était un galeriste, journaliste et écrivain très proche de l'actionnisme viennois. Le propos est donc d'expliquer ce mouvement artistique radical né dans les années 60 en l'inscrivant dans l'histoire de l'art pratiquée non par un professeur d'histoire de l'art, mais par une personne externe à la haute école, par une personne autre du champ artistique. À l'Académie, on retrouve l'implication de différents acteurs-actrices, de différentes communautés scientifiques dans l'Institut d'art contemporain, qui est fondé ou créé en 1982 à l'Académie, mise en place par son premier professeur, un artiste et curateur, Johannes Garnand, qui sera ensuite développé par un philosophe, Burkhard Schmidt, puis par une historienne de l'art et directrice de musée, Erika Billetter. Et on le voit sur ces deux cartons d'invitation, l'idée n'est nullement de pratiquer l'art contemporain, mais de le théoriser, d'en discuter, d'échanger à son propos et de l'inscrire dans une histoire de l'art, par le biais de tables rondes et par le biais de conférences de guests, donc de personnes externes, de personnes invitées. En 1970, la Kunsthochschulorganisationsgesetz mettait art et sciences sur un pied d'égalité. 8 ans plus tard, suit un amendement, lequel place les hautes écoles d'art au même rang que les universités, sans toutefois leur conférer le titre universitaire. Plusieurs entretiens ont insisté sur le fait que cette égalité de statut n'a pas été atteinte ni appliquée dans les faits. Mais c'est justement cette différence de reconnaissance qui a conféré une plus grande liberté aux deux écoles d'art, leur a permis d'expérimenter d'autres façons de travailler, d'enseigner de nouveaux thèmes, de se distancier de l'école viennoise d'histoire de l'art et de traiter d'art contemporain dans les cours d'histoire de l'art. J'en arrive à ma conclusion. L'analyse d'une partie des interviews conduites à Vienne, complétée par l'analyse de documents d'archives, a permis de mettre en évidence le processus suivant. Au sein des deux écoles d'art viennoises, on a essentiellement eu recours à l'histoire de l'art en tant que savoir scientifique pour légitimer de nouvelles pratiques artistiques. Un autre élément qui est ressorti de manière signifiante des interviews est la référence à la longue durée de chacune des deux écoles d'art. C'est les raisons pour lesquelles j'ai décidé pour la suite du projet d'élargir la période étudiée et de confronter les cas d'études autrichiens à des études de cas suisses et allemands afin d'analyser le rôle des écoles d'art dans la construction vraiment de la discipline, la construction de l'histoire de l'art, véritablement en tant que discipline scientifique, ceux du milieu du XIXe siècle au XXe siècle. Vous l'aurez compris, mon exposé vous a présenté bien plus quelques aspects d'un projet au long cours qui va m'accompagner durant les encore au moins 5 années à venir, que des résultats fixes et déterminés. Je me réjouis donc d'autant plus de vos questions, de vos remarques et de la discussion qui suivra. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, c'est très intéressant de voir comment cette discipline que pour l'instant vous prenez comme ça un petit peu selon le discours de vos enseignants, en fait c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, évidemment, quand on parle du seul vrai art, l'art contemporain, n'est-ce pas? Voilà. Bon, mais sachant que c'est les médiévistes enseignaient l'art contemporain aussi, hein, sait-on jamais. Voilà. Pardon. Mauvaise blague. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle, d'abord, pour commencer? Genre qui veut se lancer? Non? Moi j'ai une question en ligne, si tu veux. Alors il y a quelqu'un en ligne qui demande à Léa quelle est véritablement l'importance du film documentaire? Très large comme question. Ah oui, quelle est l'importance du film documentaire?
Oui, c'est une question très très large, sachant que Richter n'a pas fait que ça, hein. Bien évidemment. Moi je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma, je suis vraiment spécialiste de l'historicisation du dadaïsme. Si on devait parler d'un point de vue contemporain de mes connaissances outre Hans Richter du cinéma documentaire, je pense, de ce que j'ai lu des écrits de Richter et de ce que j'ai appris sur cette forme de cinéma, cette catégorie entre guillemets de cinéma, qu'il est extrêmement important, et pour certains peut-être même plus important que le cinéma d'art, et revêt une forme de cinéma d'art parce que justement il permet d'éveiller les consciences sur beaucoup de sujets. Quand on voit le cinéma, on a beaucoup tendance à dire « oh, je vais regarder un documentaire sur Arte ». En fait, ça revêt aussi une forme de cinéma en soi. On peut voir des documentaires au cinéma, on peut profiter de ces moments pour apprendre, échanger, s'éveiller collectivement ou individuellement si on regarde chez soi sur son canapé. Donc au sens large, je pense que c'est vraiment un apprentissage, une révélation pour certains en tout cas. Je pense que c'est ça toute la beauté du cinéma documentaire. Merci. Oui, c'est intéressant parce qu'il donne sa propre définition du cinéma documentaire. Je trouvais que ça ressemblait à ce que par exemple pourrait proposer quelqu'un aujourd'hui comme Bruno Dumont. Qui, alors, Je n'ai pas la référence. C'est celui qui a fait le Jeanne, qui intervient avec des acteurs non professionnels, oui. Dans des cadres, toujours naturels, mais avec des fictions peut-être. Là, il parlait de Jeanne d'Arc notamment, ou autre chose, mais celui qui a fait le film, la reprise de Star Wars dans le Nord. D'accord. Bon, voilà. En tout cas, ça ressemblait beaucoup, en tout cas, à la définition qu'il proposait, adaptée contemporainement. Mais d'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, les articles sont disponibles, et je sais en tant qu'ancienne de l'ICP qu'on a accès à JSTOR gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller voir les articles sur le cinéma et sur la théorisation du cinéma comme forme d'art. Vraiment, c'est disponible gratuitement, et vous avez énormément d'articles de Hans Richter qui sont à voir sur JSTOR sur cette théorisation du cinéma et même de l'enseignement du cinéma dans les années 40-50, puisque je rappelle, je n'ai pas donné les bornes chronologiques, mais c'était de 42 à 56 qu'il a été enseignant. Vous avez dit que Richter, il était professeur pendant les années 40. Est-ce qu'il se considérait encore dada à cette époque? Parce que c'était après la fin du dadaïsme, non? Effectivement, j'aime beaucoup cette question, merci. Alors effectivement, les bornes chronologiques officielles de Dada, c'est 1916, 1922, 23 selon les historiens. Hans Richter s'est toujours considéré dadaïste dans le sens où il faut bien comprendre que Dada lui a véritablement sauvé la vie. Dada lui a apporté la réponse à beaucoup de ses questions. Et j'ai eu la chance d'en discuter récemment avec Philippe Serres, qui est philosophe de l'art et qui a réalisé des entretiens sur Hans Richter avec Hans Richter. C'est l'un des rares encore en vie à avoir personnellement connu Hans Richter. J'ai pu lui poser la question et il est d'accord avec moi. Richter a survécu à la Première Guerre mondiale. Il a failli devenir tétraplégique. Il a pris un morceau d'obus dans la colonne vertébrale et le seul endroit où il pouvait être sauvé, c'était en Suisse. Et en fait, il avait promis à ses amis avant la guerre que s'ils étaient encore vivants, ils se retrouveraient au Café de la Terrasse à Zurich le 15 septembre 1916. Coup de bol, tous les trois, ils étaient là. Et en fait, qui était juste à côté d'eux au bar, au café, c'était Tristan Tzara et les frères Yanko, qui sont des figures indissociables du dadaïsme zurichois, et même du dadaïsme en général pour Tristan Tzara. Et en fait, cette période lui a permis de se remettre de ses blessures, de reprendre ses questionnements artistiques, de rencontrer des personnes qui ont révolutionné sa conception du hasard, dans l'art, énormément de choses. Et en fait, cette période, c'est pour ça aussi que je fais ma thèse là-dessus, lui a tellement apporté que dès que le mouvement a pris fin, donc vers 1923 dans le cadre de ma thèse, il a dit « Ok, maintenant comment je vais faire pour rendre hommage à ce mouvement et à tous mes amis ?» Et le dernier hommage qu'il a rendu à Dada pendant toutes ces années sur le mouvement, il a fait des films, des expositions, des livres qui sont aujourd'hui des références sur l'étude du dadaïsme, des œuvres d'art même dans les années 50. Ces films, il trouvait des scénarios exprès pour inviter tous ses amis dadaïstes et surréalistes à venir et faire des films complètement fous et vraiment totalement dada. Je vous invite à aller voir sur différentes plateformes, notamment Dadascope. La qualité, c'est celle des années 50-60, mais c'est vraiment ahurissant, c'est très drôle à voir. Et la dernière œuvre qu'il a utilisée, qu'il a réalisée pour rendre hommage à Dada, c'était plus précisément à Jean Arp, qui était l'un de ses meilleurs amis que je vous ai montré sur la photo.
il a signé, c'était un livre, il a signé le bon à tirer, donc bon pour impression, la veille de sa mort. Donc vraiment, pour vous dire, c'est jusqu'au bout, il dédie sa vie à Dada. Enfin voilà, j'espère que ça répond à votre question. Bonsoir, je voulais savoir, mais pourquoi vous avez fait du coup votre pour aujourd'hui sur le dadaïsme? Ma thèse sur Dada, pourquoi? Oui. Alors Dada, ça remonte à assez loin pour moi. Bon, après, je suis pas beaucoup plus âgée que vous, hein, j'ai 24 ans. Mais Dada, je l'ai découvert par hasard. Donc Dada, c'est beaucoup de hasard. Et pour ma part, je l'ai découvert par hasard. En me baladant, j'étais en avance pour retrouver des amis qui étaient toujours en retard en CM dans cette salle. Et en fait, je suis allée chez Gilbert Joseph, il y avait un livre d'occasion et je ne l'avais jamais lu. Et au moment de chercher un sujet, je savais déjà par l'exposition Dada Africa, que je vous insiste à voir le catalogue qui date de 2017. Je savais que je voulais travailler sur Dada, créer une exposition aussi belle. J'ai découvert ce mouvement donc en 2017. Je me suis dit, je vais faire toute ma licence pour un objectif précis, travailler sur Dada. Et en fait, j'ai découvert que le livre, au moment où je cherchais un sujet de mémoire, était celui de Hans Richter, Dada, art et entière. Et en fait, je suis devenue complètement fan de la vision de Hans Richter, etc. Et c'est comme ça que j'ai décidé de travailler sur Hans Richter, Dada par le point de vue de Hans Richter. Voilà. Merci. Oui. Voilà. Ma question est très pratique ou pragmatique. Tu as présenté des éléments qui ont été publiés, des documents publiés, et je me demandais dans les fonds qui ont l'air très riches d'archives que tu utilises, est-ce qu'il y a des documents de préparation des cours de Richter? Si oui, quelle forme ces documents ont-ils? Est-ce que ce sont des notes, des textes, des schémas? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des films qu'il a réalisés spécifiquement pour l'enseignement? Alors, merci pour ta question. Toutes les archives de Richter sont conservées au MoMA, donc à New York, le Museum of Modern Art, et il y a quelques éléments, ceux que je vous ai mis en photo et qu'il ne faut pas photographier, sur ses cours, comment il les organise, comment on voit qu'il reprend les maquettes et qu'il imagine tel cours à telle place, etc., etc. Donc on sait qu'il est à l'origine des maquettes. Après, pour tout ce qui est de son enseignement, on n'a absolument rien. Pourtant, ces archives sont vraiment denses, mais on n'a aucun document sur l'organisation de ces cours. On imagine, de par les photographies, que c'était vraiment enseignement théorique. Donc, en plus, au vu de ce que je sais de Richter maintenant, c'est un peu nonchalant, assis sur la table, etc., à donner toutes ces informations et à parler, je pense, avec passion, notamment de ses amis qui ont contribué au cinéma d'avant-garde. Mais on n'a pas d'éléments. Les archivistes et documentalistes du CCNY que j'ai contactés n'avaient pas beaucoup plus d'éléments. C'était surtout des archives des alumni, en fait, des journaux de l'université. Mais en soi, ils n'ont pas d'éléments en plus. Donc, reste à savoir si à Locarno, où il a vécu, par chance, il y aurait des archives. J'ai cherché dans toutes les archives de ses amis auxquels il a pu demander des conseils, notamment Raoul Haussmann, Jean Harp. Dans leurs archives respectives, il n'y a rien non plus. J'ai le même problème, c'est-à-dire que des documents vraiment, des notes d'enseignement, des polycopiés de cours, etc., je rêverais d'en trouver, j'en trouve très très peu, d'où la raison pour laquelle je me suis dirigée vers l'entretien, mais aussi dans les universités, c'est-à-dire l'université à Vienne, les Autrichiens sont très fiers, en raison de la longue histoire de l'Institut d'histoire de l'art viennois, etc. Je m'attendais à recevoir les archives aussi, sont très riches, conservées à l'Institut même et pas dans les archives universitaires. Donc les accès pour la recherche sont idéaux, le matériau est là, mais une fois que j'ai commencé à le compiler, je me suis vite rendu compte que vraiment des notes pour enseigner, des notes de cours, il y en avait très 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 peu. Donc même dans mon cas, même les professeurs d'histoire de l'art, je dirais traditionnels, c'est un matériau qui manque. Donc conservez vos notes, archivez ce que vous faites, ça va être très utile pour la postérité. Et justement, si je peux rebondir, j'avais une question pour vous, Mélissa. Là, vous avez beaucoup travaillé à partir d'entretiens.
Vous allez élargir votre corpus pour monter au milieu du 19e siècle. Comment justement allez-vous pallier ce manque d'entretien, puisque les individus ne sont plus là pour répondre à vos questions? Et justement, j'avais cette question sur l'archive, mais pas l'archive professorale, plutôt l'archive des étudiants. Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part et comment vous allez pouvoir éventuellement travailler? Merci beaucoup pour cette question. Donc pour la première partie de la question, bien évidemment oui, pour le 19e siècle, les interviews ne seront pas possibles. Mais pour chaque cas d'étude, c'est-à-dire que maintenant j'ai traité de la partie autrichienne, pour la partie helvétique que je vais commencer d'ici quelques semaines, je vais vraiment aussi traiter de la période contemporaine. Donc j'aurai des interviews pour la période contemporaine plus quelques archives, puisque pour la période contemporaine arrive le problème de l'accès aux documents. Souvent, ils sont encore sous protection, donc je n'ai pas accès aux documents existants. Donc là, d'autant plus, les interviews sont utiles. Et pour la période du 19e, là, la chance, c'est que d'une part, l'accès aux archives est libre, donc j'ai le droit de voir tout, sans restriction pour la plupart du temps. Et deuxièmement, pour les cas d'études qui m'intéressent, dans la plupart des cas, les archives sont très bien conservées et riches. Et pour la question des étudiants et étudiantes, là aussi, pour le 19e siècle, il y a souvent un travail de par l'institution qui a déjà été fait de récolte, d'archivage, de mise en inventaire. Et ensuite, parfois, par exemple, pour l'ancêtre de l'Université des Arts de Berlin, c'est même en ligne. Donc là, je travaille avec des sources qui sont très différentes selon la période concernée. Et mon idée, c'est vraiment de travailler sur des longues périodes et de confronter des archives, des sources de différents types. Du coup, je voulais savoir, c'est par rapport à votre présentation. Vous parliez au début de la présentation des films anti-nazis et de la montée du totalitarisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir fait une parenthèse du coup par rapport à ces films, et si vous avez d'autres films qui ont été tournés dans cette période-là, autre que Richter? Autre que Richter, je n'en aurais pas particulièrement, parce que là j'avoue que j'ai la tête uniquement dédiée à Hans Richter. J'ai pas eu le temps de regarder un peu ailleurs, mais pour Hans Richter, c'est une parenthèse très importante et c'est fondamental d'avoir des photogrammes de métal qui sont très rares, parce qu'en fait, il était employé par une maison de production, une boîte de production soviétique pour faire ce film. Quand il a compris que la situation devenait trop compliquée et que le régime stalinien revêtait une forme de totalitarisme, il a compris qu'il était en danger et donc il a fui, il a tout laissé derrière lui, il n'a même pas pris son manteau. Ça fait partie des petites anecdotes, mais qui montrent l'importance de la fuite et l'urgence de la fuite, sachant qu'il ne pouvait pas retourner en Allemagne parce que dès qu'Hitler a été nommé au pouvoir, son atelier a été pillé. Il a essayé de retourner à Meudon, de demander la nationalité française. Il s'est réfugié chez les époux Harpe, Teuber-Harpe. Il a vraiment dû fuir. Donc on a très peu d'éléments sur ces films-là, donc on n'a que des témoignages. Donc ça, faut aussi prendre en considération le fait que ce ne soit que des témoignages, des souvenirs. Au vu des ouvrages de Richter, je n'ai pas tendance à trop remettre en question son objectivité, puisque même pour les personnes qui ne pouvaient pas blairer, pour le dire comme ça, il préservait une objectivité vis-à-vis des sources et de ce qu'il racontait. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ce genre d'événements où il raconte 7 fois la reprise du script, etc. On sait que ce sont des films anti-nazis parce que ça lui tient à cœur, parce que lui-même se dit anarchiste, lui-même considérait que Dada n'était pas suffisamment révolutionnaire à Zurich et a tenté de créer une branche radicale de Dada, ce qui a échoué. Mais pour les films de ce type-là par rapport à la montée des totalitarismes, je sais qu'il y en a. Mais après, pour ce qui est des archives comme Métal et pour d'autres films, est-ce qu'ils ont réussi à être préservés ou est-ce qu'ils tombent dans les oubliettes de l'histoire? Est-ce qu'ils ont été victimes de destruction, les pellicules, etc. Ça, je pense que c'est le plus probable.
Moi j'avais peut-être une question pour Mélissa. J'ai l'impression que dans ce qui ressort, il y a peut-être une partie dans les statistiques que j'ai un peu perdu, mais est-ce qu'il y a des artistes qui ont suivi ces cours, enfin, ou des personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'historiens de l'art, les témoignages qui ressortent, c'est historiens de l'art de telle année, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui se sont définis comme artistes après et qui ont suivi ces cours d'histoire de l'art contemporain? Vous, Oui, c'est une très bonne question. J'aurais peut-être dû le préciser. Donc oui, en fait, dans ces deux hautes écoles d'art, à partir des années 70, l'histoire de l'art devient obligatoire, mais a toujours le rôle d'une discipline auxiliaire qui va participer à l'enseignement artistique. Donc tous les étudiants sont inscrits dans un programme artistique. Leur but, c'est ensuite de devenir artiste ou éventuellement curateur, commissaire d'exposition. Donc il n'y a pas des historiens au sens strict du terme comme on pourrait en trouver à l'université. Et dans mes interviews, j'ai focalisé plutôt sur des profils historiens de l'art, donc plutôt soit des personnes qui ont étudié à l'université, soit des personnes qui ont ensuite enseigné l'histoire de l'art dans les deux écoles d'art, puisque c'est vraiment le focus de mon sujet de recherche. Mais c'est une très bonne question, oui. Alors, les étudiants qui ont suivi ces enseignements étaient tous se présentaient tous comme artistes. J'en profite pour dire aux étudiants, je crois que je le répète chaque année en cours de philo de l'art, l'école des beaux-arts, les cours d'histoire de l'art de l'école des beaux-arts sont accessibles un petit peu à tous. Alors je crois qu'il faut quand même montrer un peu patte blanche à l'entrée, mais ils ne sont pas très regardants comme ici. Et c'est intéressant de voir comment ils enseignent l'histoire de l'art là-bas aux artistes, qui n'a rien à voir à ce que nous on vous enseigne. Voilà. Si ça peut vous rafraîchir et sortir un petit peu la tête de vos dates et méthodologies, ça peut être intéressant. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non. Enfin, je crois qu'on va achever la séance sur la discussion. Merci beaucoup Mélissa Herrera et Léa Bichard pour vos interventions ce soir. En effet. Elle le mérite. Et la prochaine séance des Jurys de l'Art aura lieu le 19 mars avec Madame Martin Neut, notamment, que vous adorez tous, et Arsène Kans, qui viendront parler de le changement et la révolution des institutions d'apprentissage. Voilà. Bonne soirée à vous. Vous êtes déjà partis. Foncez.